Je reviendrai à Montréal dans un grand Boeing bleu de mer. J'ai besoin de revoir l'hiver et ses aurores boréales. J'ai besoin de cette lumière descendue droit du Labrador et qui fait neiger sur l'hiver. Des roses bleues, des roses d'or. Dans le silence de l'hiver, je veux revoir ce lac étrange. De nos jours, les villes se définissent par leur disparité avec la ruralité qui la ceinture, mais il y a 3 siècles, les premières cités coloniaux, dans leur première mouture, étaient bien enchevêtrées au panorama de la campagne. Sur les cartes de l'époque, elle n'est qu'un relief avec ses segments quadrilatères, au milieu d'une vastitude naturelle. D'ailleurs, la ville possède la même homogénéité avec certaines particularités que la campagne. Dans ses ruelles sillonnantes et nauséabondes, il se pavanait encore la bestialité, moutons, bêtes à cornes et cochons. De nombreuses chaumières possédèrent des potagers de mesures nuancées. Un lien obtus et agglutine ainsi la ville et la campagne sous l'Ancien Régime. Seul le genre d'existence et des fonctionnalités respectives des citadins et des ruraux les segmentent. Les citadins sont peu préoccupés par la terre nourricière, existant notamment sous le rendement du commerce et de la confection d'une variabilité de produits artisanaux voués à pourvoir les réclamations du milieu. Les citadins constituaient un tissu démographique insignifiant dans l'ensemble de la plèbe, entre 15 et 10% de toute la population ont trouvé lieu au sein de la ville. Malgré la faiblesse de ce collectif, la posture de leur occupation occasionnera à leur opulence, cela fera en soi qu'ils dominèrent la société. En effet, c'est là où étaient domiciliées les autorités coloniales de même que les cohortes éminents sur le schéma politique, économique et social. Sur l'ossature économique, les villes de Nouvelle-France s'articulaient et se développaient à proximité de la place du marché, où les ruraux venaient écouler leurs victuailles. La ville est le lieu où se transigent les nécessités pécuniaires, locaux et métropolitains. Noyau, politique bureaucratique et sociale de la gouvernance, elle dispense de nombreuses prestations sociaux et administratifs, elle est le trépied pour la bienfaisance des indisposés, des dépourvus et aux soins des souffrants, la justice et la défense sont aussi ses prérogatives. Elle recueillait la notabilité religieuse dont celle de l'enseignement. Mais aujourd'hui, elle n'est plus le lieu auquel elle fut constituée, elle est en soi le regroupement d'une variabilité du tissu prolétaire les plus paupérisants. Nouveaux arrivants sans statut, campements précaires et où se trimballent des êtres déséquilibrés, avec des esprits affolés, sillonnant les ruelles délabrées en promiscuité de la densité plébéien, où leur lieu abonde des amont de détritus. Mais ces écueils, qui y sont affligés, va au-delà de la question de ce déluge de l'immigration, qui en soi est préoccupant, surtout envers ceux qui n'aspirent pas à l'inclusion avec les natifs. La société d'accueil est souvent rebutée par l'inclusion quand le mouvement migratoire est conséquent et que la nature présumée, transcendant cette culture, c'est éteindre celle qui fut d'origine, afin de la permuter avec leur perception aberrante du monde. Seulement, si les accueillis fonctionnent dans une abstention d'insertion sociale, qu'on devrait donner lieu à des exclus ethniques. Mais l'immigrant qui propose l'inclusion ne devrait pas être ségrégué à certains arrondissements de la métropole où s'éveillera alors des segments ghettoisants. Car cette communion singulière des valeurs de l'ethnicité de ces existants résultera à un isolement sociétal, stigmatisant ses membres dans une marginalité urbaine et en cela, il suscitera à l'amputation systématique de leur lieu, ce qui atténuera leur perspective. Dans cet taudis, s'élèvera des enclaves exiguës et congestionnées dans des arrondissements où se prolifèrent les pathologies sociales. Ce lieu de perturbation, de délabrement physique et de surpeuplement, va exacerber les maux urbains tels que la criminalité, la délinquance, la décomposition familiale et le paupérisme, ce qui va inhiber ces communautés à l'engagement national. Les villes ont égaré leur nature, en raison d'orientations sociales priorisant l'imminent. L'immigration doit être secondaire, en plus d'être mesurée et circonstancielle, il faut plutôt ponctuer sur une politique nataliste en milieu rural. La famille doit être au cœur de notre esprit, la ville ne peut être que l'abri que de l'existence singulière, comme les étudiants ou les touristes,
parce qu'elle est qu'un lieu de transition. Puisque la posture de l'Homo sapiens a été articulée sous le néolithique, qui est la transition de l'espèce humaine vers la sédentarisation, préparant à la révolution agraire, émergée il y a de cela 10 000 ans. C'est pendant cet intervalle temporel que l'essence de la paysannerie imprégnera notre nature. C'est ainsi que notre État, déteint par le prolétariat rural, ne pourra aspirer qu'à ce qui lui a permis de le déloger de la subsistance. De même que la progéniture est corollaire au sens de l'existence, la semence que la terre nourricier pourvoit, veillera à la survivance familiale. C'est sous une propriété rurale, avec des mensurations plus espacées, permettant aux enfants d'embrasser leurs attributs infantiles. C'est sous des coefficients adéquats que les couples désireront avoir une plus abondante progéniture, malgré une existence plus austère, certes, mais paisible, en consonance avec l'enchaînement des saisons. Au pied de la quiétude de cette nature, qui nous est imminent, ceinturée par la sociabilité villageoise ou de leur commérage, sous le regard de la magnanimité des paysages qui bousculera notre mœurs, selon la variabilité du jour. Dans un angle plus préoccupant, au sein des banlieues, les familles seront précipitées dans la précarité et communément dans la monoparentalité, les circonstances y sont tout autres. Considérés comme la manifestation des maux sociétals, par les quartiers réputés sensibles et bouillonnants, ils tendent à être définis comme étant le réceptacle des exclus d'un lieu de perdition et d'âpreté urbaine. Dans cette composante identitaire et ethnique avec des conduites sociales et pathologiques en fonction du territoire dont ils sont issus. Enclavés dans leur quartier, les jeunes vont développer des conduites ségrégatives, notamment vis-à-vis de l'emploi. Absence de père, la ruelle et ses ordonnances seront leurs vertus. L'esprit fragile et émotionnel de ces garçons, sans notion masculine, afin d'inhiber les passions impétueuses, ils se feront alors envoûter dans des bandes prohibées conjuguées à un territoire. Cette forme de banditisme fonctionne en dehors du regard des adultes. C'est pour cela que l'esprit progressif et sa politique de bon sentiment doit cesser de subvenir à ces structures hermétiques et exclusives. Parce qu'on ne s'évertue pas à cultiver des rapprochements avec des existants extérieurs, épiés comme des intrus. Leur collectif est ordonné sous le fonctionnement d'un raisonnement intrinsèque, conformément à l'arrondissement. L'origine ethnique et l'état d'égarement de leur esprit les inclinera potentiellement vers une radicalité religieuse. Avec la mainmise de la pègre, ils vont occulter tout regard exogène. Ces groupuscules ne servent pas à soutenir ni à construire le cheminement existentiel, mais convoitent au contraire à se maintenir dans les stigmates raciales. Les mouvements progressifs, envoûtés par ces culpabilités, est désormais basculé dans un socialisme d'absolu, aveuglé par des notions de revendication individuelle. Où la béatitude de l'existence n'est plus le désir des êtres, mais ce que leur doctrine d'enchantement propose, une plus grande exacerbation de programmes sociaux, sous un abcès de fiscalité. Obnubilé par la doctrine écologique et ses prescriptions, le raisonnement socialiste prohibe l'étalement urbain, qui est le cheminement à la propriété, ce qui éveille à l'éventualité d'avoir une abondante progéniture. Mais dans leur esprit, la démographie déclinante de l'Occident ne peut pas s'accomplir par la natalité, elle ne peut donner corps que sous l'immigration, qui vont préparer à amonceler dans leur édifice locatif, exigu et ségrégué. La cité ne peut être que verticale, la ville dans la ville, un État dans un État. Cette scission annoncée au nom de la diversité d'esprit culturel occasionnera à des ordonnances ethniques propres à leur lieu, ce qui va éteindre l'inclusion, dilapidant en cela le sentiment national. Le repeuplement par l'horizontalité n'est pas dans l'augure de la conscience socialiste, malgré que les villages sont désertés et se périclitent, ils ne peuvent être une alternative, nonobstant que ces chaumières sont dépouillées de toutes âmes. Construisent et qui se développent soient maîtrisés dans leur urbanisation. Par exemple, que l'on construise la ville sur la ville, que l'on soit extrêmement précautionneux par rapport à la question de l'étalement urbain. L'étalement urbain, ça ne peut pas être l'avenir de la planète parce qu'on consommera trop de terre, trop d'énergie et on laissera une empreinte beaucoup trop négative sur l'environnement. Donc il faut aller vers des processus où à la fois on construise la ville sur la ville, que les villes aient une forme d'autonomie alimentaire. Les villes qui ne sont pas inclusives, les villes qui ne se proposent pas d'être des espaces de mixité et de mixité sociale et générationnelle, les villes qui considéreraient que
les femmes ont une place secondaire dans leur économie et dans leur fonctionnement social, sont des villes qui ne marcheront pas, sont des villes qui ne pourront pas relever les défis de la planète qui sont vertigineux. Donc voilà comment je conçois et ce que j'essaye d'ailleurs d'appliquer à Paris avec un mode de gouvernance. Ma France, Picasso tient le monde au bout de sa palette. Des lèvres d'éluard s'envolent des collègues.